Dans cette vidéo, on va parler de la monogamie. Déjà, on va essayer de déterminer si l'homme est plutôt naturellement monogame ou polygame. Ensuite, on parlera des dangers de la polygamie. Et enfin, je vous livrerai une intuition argumentée que j'ai concernant le fait que je pense qu'on glisse progressivement vers une forme de polygamie. Ceci est Léo du futur. Les amis, la vidéo elle est pas facile. Même moi ça a été dur à tourner. Juste pour vous envoyer un message d'encouragement, accrochez-vous. Si vous arrivez jusqu'au bout, mettez un commentaire, dites-le. Il y aura des petits clins d'œil dans la vidéo de temps en temps pour vous donner un peu du courage. Je vais essayer de vous rendre ça un peu plus agréable. Alors on va commencer par défendre l'idée que la polygamie est naturelle. C'est pas si compliqué à défendre que ça, puisque dans un premier temps, la grosse majorité des mammifères sont polygames. Seulement 10% d'entre eux sont monogames. Si on regarde les mammifères qui nous ressemblent le plus, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, ce sont également des espèces qui sont très polygames. Comme si on pouvait voir ça sur un continuum monogamie-polygamie. Il existe chez les oiseaux une grosse majorité des espèces qui sont monogames, mais même chez eux, finalement, la monogamie n'a pas grand-chose à voir avec la monogamie que nous, on connaît chez les humains. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un mâle et une femelle qui se réunissent pour faire des œufs ensemble et pour les élever ensemble, parfois même qui se retrouvent saison après saison. Mais il y a deux grosses différences avec nous. La première, c'est que très souvent, le mâle et la femelle se trompent à tour de bras, donc il y a pas de tromperie finalement, il n'y a pas d'exclusivité sexuelle qui y tienne, et ça ne dure quasiment jamais ad vitam aeternam. Il y a, je crois, que chez les manchots empereurs qu'on retrouve une exclusivité sexuelle qui dure tout le long de la vie, mais c'est quelque chose d'infiniment rare chez les mammifères. Donc on a une monogamie dite sociale, ça s'appelle une monogamie sociale, qui ne ressemble pas du tout à notre monogamie à nous, qui serait plutôt une monogamie stricte. Le deuxième argument que je vais vous donner, c'est que si on regarde bien l'ensemble des sociétés humaines, plus de 85% d'entre elles sont polygames, selon le Murdoch's Ethnographic Atlas, qui a été fait en 1982, donc sur 1154 sociétés. Et la majorité de ces sociétés polygames sont polygynes. Polygyne, ça veut dire que vous avez un homme pour plusieurs femmes. Il existe aussi des sociétés polyandres, une femme pour plusieurs hommes, mais elles sont largement minoritaires par rapport aux sociétés polygynes. Donc à partir de ces deux arguments, on peut en déduire que naturellement l'être humain serait peut-être plus proche de la polygamie que de la monogamie stricte que l'on connaît aujourd'hui. La polygamie serait donc un peu plus naturelle, mais est-ce que c'est une raison pour autant pour la défendre, et est-ce que c'est une raison pour penser que la polygamie est souhaitable pour l'être humain ? Parce que rappelons-le, c'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il est bon pour l'humain. N'oublions pas que c'est un sophisme que de penser que parce que quelque chose est naturel, alors il est bon pour l'être humain. Ça s'appelle l'appel à la nature. Il y a plein de choses naturelles, comme par exemple les rayons du soleil, qui à l'excès peuvent créer un cancer, par exemple. Donc tout n'est pas bon dans la nature. Et c'est ça que je vais vous démontrer maintenant, c'est les dangers de quelque chose qui est peut-être considéré comme plus naturel, à savoir la polygamie. Donc je vous ai dit juste avant, la majorité des sociétés sont polygames, pourtant on n'en entend pas beaucoup parler. En moyenne, les sociétés les plus riches, et celles qui aujourd'hui dominent le monde, ce sont des sociétés qui sont basées sur le modèle de la monogamie. Une société ne peut pas s'étendre sur le plan économique si elle fonde son modèle de reproduction sur la polygynie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sera pas capable ainsi de maintenir la paix sociale. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Première chose à dire, premier argument, c'est que plus une société est inégalitaire, plus elle a tendance à attirer la polygynie. C'est-à-dire que la polygynie se nourrit des sociétés inégalitaires et pauvres. Selon les auteurs que je cite dans cette vidéo, qui apparaîtront à l'écran, dans une société inégalitaire, la polygynie devient une stratégie de reproduction intéressante et qui porte un avantage économique pour la majorité des femmes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans ces sociétés inégalitaires, la polygynie, c'est plutôt un choix féminin. Et attention, je suis pas en train de parler, et les auteurs ne sont pas en train de parler d'une polygynie à la viking, c'est-à-dire d'une polygynie où vous avez des hommes violents qui forcent des femmes, qui les réduisent en esclavage, quoi, en gros. En d'autres mots, pour être très clair, dans une société pauvre et inégalitaire, vous avez une majorité de femmes qui s'agglutinent autour d'une minorité d'hommes qui possèdent les ressources,
Et plus une société devient égalitaire sur le plan des ressources et s'enrichit, et plus la monogamie devient la norme en termes de stratégie de reproduction. Petite précision, et je m'adresse aux femmes dans cette précision, n'imaginez pas, mesdames, que la polygamie, et plus particulièrement la polygynie, ça consiste à partager votre mari actuel avec d'autres femmes. En fait, c'est un peu plus cool que ça. La polygynie, ça voudrait dire que vous pourriez, avec d'autres femmes, vous partager Ryan Gosling, par exemple, ou Henry Cavill, ou Emmanuel Macron, ou ce que vous voulez. Et vous voyez que tout de suite, ça devient beaucoup plus sexy. La deuxième chose à noter, c'est que la polygynie augmente les inégalités. C'est pas compliqué. Si un homme prend plusieurs femmes, ça veut dire que vous allez avoir des hommes qui n'ont pas une femme pour eux. Si 50% des hommes ont 2 femmes, vous avez 50% d'hommes qui n'ont aucune femme. Et très souvent, dans ces sociétés polygames, polygynes, c'est aussi des sociétés gérontocratiques, c'est-à-dire que ce sont les hommes les plus vieux qui ont accès aux ressources et qui ont aussi accès, du coup, à la reproduction. Vous avez une majorité d'hommes, de jeunes hommes frustrés sexuellement et remplis de testostérone, qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Et ça, c'est jamais bon pour une société. Et c'est pour ça que dans ces sociétés-là, on observe plus de crimes, plus de viols, plus de kidnappings. Tout est bon pour élever le statut social et pour accéder au sexe. Ce qui fait que ça engendre une société plus violente qui vient justifier un régime totalitaire, plus de peines de mort et également plus de corruption dans la politique. Et tout ça, ça fait qu'appauvrir la société. On voit, il y a toujours cette boucle rétroactive, inégalité, polygynie, inégalité, les deux se nourrissent l'un l'autre. D'ailleurs, on rappellera que les chimpanzés sont polygames, très polygames. C'est également l'une des espèces les plus violentes parmi les primates. La troisième chose à noter, c'est que dans les sociétés polygynes, les enfants reçoivent moins de soins. C'est un argument assez intuitif finalement, parce que vous avez un homme pour plusieurs femmes, plus d'enfants, puisque chaque femme voudra avoir ses propres enfants. Chacun des enfants reçoit moins d'affection de la part de l'homme, reçoivent moins d'éducation de la part de l'homme. Donc vous avez des enfants qui sont en carence affective, en carence d'éducation, et donc ça alimente toujours plus la pauvreté. La polygynie, c'est pas une structure viable pour favoriser l'expansion économique et le succès d'une société. Pourquoi est-ce que les sociétés dominantes aujourd'hui sont monogames ? La monogamie, elle permet de réduire la compétition sexuelle entre les hommes. Elle permet d'augmenter l'investissement parental combiné, c'est-à-dire que vous avez un homme, une femme, un papa, une maman pour un enfant, et pas un papa qui va courir à droite à gauche pour essayer de récupérer d'autres femmes, etc. Donc vous avez un investissement parental beaucoup plus qualitatif, des enfants en meilleure santé intellectuelle et physique, et vous avez un profond sentiment d'égalité au sein du groupe, et c'est ça qui maintient la paix sociale. La société qui nous a le plus influencé dans notre manière de penser, dans notre manière de voir le monde, dans notre manière, dans les avancées technologiques, il me semble que c'est la société, l'Empire romain. Or, l'Empire romain a été le premier à interdire la polygamie et à la condamner. Et il jugeait cette pratique comme étant une pratique barbare. Et pourtant, c'était une pratique qui était, entre guillemets, à la mode à l'époque. D'ailleurs, saint Augustin d'Hippone décrit la monogamie comme une coutume romaine dans son ouvrage De Bono Coniugali, le bonheur conjugal. Bon, c'est pas de l'italien, c'est du latin, mais c'était pour le petit effet. L'Empire romain, on peut dire, c'est un peu la société winner, c'est celle qui a vaincu un peu toutes les autres, et qui a duré le plus longtemps en tout cas, et qui a eu le plus d'impact sur la durée. C'est aussi celle qui était l'une des premières en tout cas à faire la promotion de la monogamie, et ça a été suivi par la suite par nos grands rois français d'ailleurs. Donc la monogamie, elle a été par la suite renforcée culturellement, comme on l'a vu par le christianisme, par la religion chrétienne, et plus récemment par le mythe de l'amour. Et on pourrait croire l'amour viendrait renforcer la monogamie. Moi je crois que c'est le contraire, et je crois qu'au contraire, l'amour, le mythe de l'amour, annonce le déclin de la monogamie. En tout cas, il contribue fortement. Très simplement parce que le mythe de l'amour implique le mariage par amour, qui implique donc le divorce par manque d'amour, et donc plus tard on verra la famille recomposée. Alors la famille recomposée, ce n'est ni autre qu'une forme moderne de polygamie. Vous me pardonnerez, je sais plus parler français, je voulais dire nul autre que, évidemment. Et franchement, si vous en êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, bravo à vous.
Et il y a de grandes probabilités que si vous en êtes là, c'est que vous appréciez mon contenu. Et si vous appréciez ce contenu-là, il y a de grandes probabilités que vous appréciez également le contenu payant qu'on peut trouver sur Podia notamment. C'est une double casquette que vous verrez nulle part ailleurs, la casquette du psychologue, la casquette de l'homme de terrain entre guillemets. Et c'est ce qui fait, je pense, la marque de fabrique des Philogines. Donc je vous invite à aller voir. Pour ceux qui veulent rester sur du contenu gratuit, recevoir de temps en temps des mails de ma part et aussi je vous parle un peu plus de ces différentes formations, programmes que vous verrez, e-book que vous voyez sur Podia, et ben vous pouvez vous inscrire à la Gazette Philogine. Voilà, c'est gratuit hein, et vous apprendrez des choses. Voilà, on continue la vidéo. Maintenant, dans cette troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que l'on tend progressivement dans les pays occidentaux vers une forme de polygamie. Le premier argument que j'ai envie de vous donner, c'est la notion de l'adultère face à la loi. Et là, je serais très intéressé d'avoir l'avis des juristes en description. En France, avant la loi du 11 juillet 1975, l'adultère était puni pénalement, c'est-à-dire qu'il y avait une peine d'emprisonnement qui allait de 3 mois à 2 ans. Depuis cette loi de 1975, l'adultère a d'une part été dépénalisé et d'autre part ne constitue plus une cause péremptoire du divorce. Il est désormais appréhendé comme une faute conjugale et le juge peut ainsi l'écarter, voire l'excuser au regard des fautes de l'autre conjoint. En gros, l'adultère est soumis à l'appréciation du juge. J'interprète ça de la manière suivante, c'est que tout simplement, notre vision, notre perception d'adultère sur le plan juridique a changé. Or, en général, les lois suivent l'évolution de la morale. Le deuxième argument, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le mythe de l'amour qui implique le mariage par amour, qui implique le divorce par manque d'amour, et donc la famille recomposée. Alors qu'est-ce qui se passe dans une famille recomposée ? C'est quoi une famille recomposée ? Alors il y a plusieurs manières de le voir. Il y a la mère célibataire qui fait défiler plusieurs papas, donc ça fait plusieurs papas pour les enfants. Inversement aussi, hein, l'inverse est vrai, plusieurs mamans pour les enfants. Mais il y a aussi, si on se retrouve avec la famille du nouveau conjoint, du coup on se retrouve dans une grande famille avec des enfants qui sont élevés de manière commune. Et il y a aussi les demi-frères et les demi-sœurs, parce que du coup on va avoir le parent de chacune des nouvelles familles qui vont se reproduire et créer des demi-frères et des demi-sœurs. On se retrouve avec des grandes familles avec plusieurs papas et plusieurs mamans. Et ça m'a fait penser, vous savez, à une interview d'une femme dans une société, dans une tribu polyandre au Tibet. Donc polyandre, c'est-à-dire une femme pour plusieurs hommes, et elle expliquait que on lui demandait mais ça vous dérange pas que les enfants n'aient pas un père attitré? Elle dit ben non, parce qu'en fait on vit tous dans la même hutte, on est 2 ou 3 familles qui vivons dans la même hutte, et finalement tout le monde élève un peu les enfants de chacun en fait. Et moi ça me fait vachement penser à ça, une nouvelle forme de polygamie. Il y a un troisième argument que je vais vous donner, dont j'avais déjà parlé, et qui est la mode autour des pervers narcissiques. Alors c'est un sujet qui est très sensible, qui est chargé émotionnellement pour des raisons évidentes. L'amour c'est quelque chose qui fait souffrir. L'amour c'est probablement là où on ressent le plus de sensations fortes. L'amour ça peut même tuer, hein. Il y a beaucoup de gens qui se tuent par amour. Donc je comprends que quand on émette un avis critique vis-à-vis de ce concept de pervers narcissique, je comprends que ça puisse faire souffrir. Je le comprends sincèrement. Donc moi, ça, je l'appelle, si vous voulez, la bulle des PN, hein, l'inflation des PN. La bulle du PN, c'est pour vous dire qu'en fait, on en entend partout parler des PN. C'est devenu vraiment un sujet qui fait des vues, qui fait du clic. Et dès qu'il y a un problème dans les relations amoureuses, l'autre partenaire était un PN. Voilà, c'est la manière qu'on a d'expliquer la fin d'une relation. Et si on essaie d'avoir une approche un peu plus rationnelle de cette chose-là, on essaie de sortir de l'individu, du moi-je, on essaie de voir un petit peu la vue d'ensemble, la vue macro. Mon raisonnement, c'est le suivant. Si une majorité de femmes se regroupe autour d'une minorité d'hommes séduisants, alors ça crée une surabondance pour cette minorité d'hommes. L'offre, elle diminue, la demande, elle augmente. Quand l'offre diminue, la demande augmente, ça crée une inflation des prix et ça fait que la disponibilité affective devient plus rare, devient plus chère. Quand on est en couple avec un homme ou une femme qui est en surabondance, cette personne-là, elle nous donne moins d'affection, moins d'énergie, elle nous consacre moins de temps, ça nous fait souffrir, ça, on s'attache encore plus
Et on a tendance à considérer du coup cette personne comme une connasse, comme comme un méchant, comme un pervers narcissique, etc. Et peut-être même qu'il y a une part de vérité derrière, parce que quand on est en abondance, on est probablement moins altruiste avec chacune des personnes, parce on a moins d'énergie à consacrer à chacune des personnes. Moi, il y a quelque chose qui me turlupine dans ces histoires de PN, parce que souvent, quand on demande à la personne, mais combien de temps vous êtes resté avec cet individu, 1 an, 2 ans, 10 ans, mais pourquoi vous l'avez pas quitté avant? Et ça, on a du mal à comprendre. Pourquoi vous l'avez pas quitté avant? Alors des fois, c'est des réponses qui sont un peu vagues. Très souvent, les personnes reconnaissent qu'il n'y avait pas de violence, mais elles disent j'étais sous son emprise. C'est une phrase vague, un peu fourre-tout. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et à un moment, faut être pragmatique. Si tu restes en relation et qu'il n'y a pas de risque de mort à t'en aller ou de risque de violence, alors c'est que le coût est inférieur au bénéfice. C'est qu'il y a plus de bénéfices à rester dans la relation qu'à t'en aller. Et le fait d'accepter ce type de relation, pour moi, ça revient à une forme très sournoise de polygamie. Bien sûr, il existe des relations dans lesquelles le partenaire est menacé de violence physique, voire contraint physiquement de rester dans la relation, ou à des menaces de mort s'il ose quitter le partenaire. Ça existe évidemment. Mais c'est pas à la hauteur des centaines de milliers de témoignages qu'on a sur Internet sur les pervers narcissiques. Je sais pas pour vous, mais pour moi, une société dans laquelle vous avez de grandes quantités de jeunes hommes en frustration sexuelle et affective et une majorité de femmes qui s'agglutinent autour d'une minorité d'hommes séduisants et indisponibles tout en se plaignant que ces hommes-là ne veulent pas s'investir dans une relation, moi j'appelle ça une société polygame. La polygynie, ça crée une majorité d'hommes en frustration sexuelle, ça crée des inégalités et ça crée des femmes qui souffrent, des femmes qui se retrouvent seules, ça crée des mères célibataires. Et c'est un des arguments que je voulais vous donner, le fléau de la mère célibataire, qui est typique d'une société polygyne, où des femmes se mettent en couple avec des hommes indisponibles. Tinder, soit dit en passant, c'est typique d'une société polygame. En fait, c'est même une hyper-polygamisation concentrée dans une petite appli, quoi. Sauf que là, la ressource, c'est pas la richesse, cette fois, c'est plutôt le physique. Alors, on peut donner encore d'autres arguments pour justifier, pour moi, le glissement vers la polygynie. L'attirance pour les hommes mariés, la mode médiatique autour du polyamour. Regardez polyamour sur Google, vous verrez qu'il y a plein d'articles là-dessus, en anglais, en français, des grands médias en parlent. Mademoiselle aussi, je vois, est à l'avant-garde de la polygamie, du polyamour, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je pense qu'il y a un certain romantisme autour de ce polyamour dont on va de plus en plus entendre parler. Même si pour moi la polygynie est déjà présente, elle l'est juste sous une forme beaucoup plus subtile que cette histoire de polyamour, et que beaucoup de gens rejetteront le polyamour, mais s'adonneront à la polygamie de la famille recomposée, à la polygamie des pervers narcissiques, etc. Mais sans même le vouloir, d'ailleurs, parce que revenons à notre exemple avec Ryan Gosling. Vous êtes une femme, vous avez envie d'avoir votre Ryan Gosling à vous tout seul, mais par contre, vous préférez être en couple avec un Ryan Gosling qu'avec un homme lambda. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment moi j'interprète un petit peu l'évolution de la société sur le plan des rapports amoureux, ce vers quoi je pense qu'on se dirige. Au fond, il faut le rappeler, déjà j'en sais rien du tout, à vrai dire. Ce sont des hypothèses. Je les pose là sur la table. Je les pose ici pour que vous les ébranliez, pour que vous les confrontiez avec vos arguments, pour que vous les secouiez mes conclusions. Et je pense que c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on développe notre pensée, c'est en la confrontant au monde. Donc je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à me dire, écoute Léo, ce que tu dis c'est de la merde, ou ce que tu dis c'est bien, voilà ce que je pense. Ou... Une autre chose à dire, c'est que le but de cette vidéo n'était pas non plus de dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est moral ou pas. Je voulais surtout nuancer. Je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est moral, c'est amoral, c'est immoral. Je ne suis ni Dieu ni juge. C'est pas à moi de décider ce qui est bon ou pas bon. Donc je reviens à ma conclusion, les amis. Le champ des commentaires vous est ouvert. Lâchez-vous, donnez-moi votre point de vue, ça m'intéresse sérieusement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.